je vais vous raconter l'histoire de notre groupe, parce qu'on a commencé, c'était un groupe de sélection. En 2014, on a commencé, mais je vais revenir là-dessus. Les objectifs de sélection, l'organisation, la présentation de la sélection généalogique en apiculture. Donc je vais vous en parler un petit peu, parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais pour vous présenter l'intérêt que ça peut représenter, les premiers résultats et puis perspectives d'amélioration. Alors, l'abeille ligérienne, on a commencé en 2014. Alors, il y a des têtes connues, plutôt connues. On a commencé à cette exploitation et c'était au départ avec le soutien du GIE des Pays de Loire, groupement interespèces, pour faire, ça ressemble, c'était un peu l'ancêtre de l'ADA dans notre région. Et un certain nombre, on était motivés pour pouvoir travailler, non pas l'amélioration de l'abeille, mais simplement, on était éleveurs, pour certains multiplicateurs, d'autres juste éleveurs, producteurs de miel. Notre intérêt, c'était de se dire, on reçoit des super souches certaines années de certains sélectionneurs qui correspondent complètement à ce qu'on veut, et d'autres années, on n'a pas ce qu'on souhaite. Donc c'était comment pouvoir conserver d'abord, dans un premier temps, ce qu'on avait de bon sur nos exploitations. C'était d'abord ça. Alors le vrai travail a été, donc voilà, gagner en autonomie de manière génétique, monter en compétences, et c'était surtout ça, et choisir nos objectifs ensemble. Parce que on avait aussi la discussion de qu'est-ce qu'on cherche comme abeille. Ceux qui sont plus dans l'élevage, ils vont chercher des abeilles qui font un peu plus d'abeilles que de miel, et ainsi de suite. Donc on a discuté aussi de tout ça. Ça a été, et ça vraiment, non pardon, hop. Ça vraiment, pour tous les groupes de sélection, choisir le premier travail, le vrai premier travail d'un groupe de sélection, c'est de choisir ses objectifs de sélection. On attend quoi de nos abeilles, clairement. Et c'est pas juste, ouais, il faut qu'elles fassent à peu près ça, qu'on soit très clairs les uns avec les autres de ce qu'on attend. Ok. Ensuite, on a l'organisation. Donc 2014, on commence, personne ne s'est inséminé, on veut conserver de la génétique, on sait que c'est par l'insémination que ça passe, mais on ne sait pas comment le faire, clairement, ou à peu près. Donc à cette époque-là, on fait appel à Bernard Sauvager et on travaille tous en commun, on fait ça sur un lieu unique, tous ensemble, au même endroit. Donc 2014, voilà, les premières INSEM. Ça nous pose très vite problème on se rend compte que c'est assez complexe de travailler à 7, que chacun ramène au même endroit ses nucléi, quelle banque à mâles est faite par qui, et comment on se répartit aussi derrière la génétique qu'on a faite. Il y en a qui ont eu des très bons résultats dès les premières années, d'autres d'assez mauvais résultats en termes de réussite de fécondation. On a travaillé ensemble, comment on se partage le résultat de nos travaux en commun. Ça n'a pas été très simple. Par contre, l'intérêt de travailler déjà ensemble, c'est qu'on va surtout échanger en termes techniques. Pourquoi toi ça a bien marché, pourquoi moi ça a bien marché, comment on fait des nucléi pour que ça marche bien, comment on élève bien des reines aussi pour que ça marche bien, comment on organise tout ça. Ça, c'était vraiment la base de pouvoir se dire, pour réussir, de toute façon, si on veut faire de la sélection ou de la conservation, ce qui était le but dès le départ, c'était il faut qu'on réussisse nos fécondations dirigées. Il faut qu'on réussisse nos fécondations dirigées, ça veut dire qu'il faut maîtriser et l'INSEM, mais aussi la production de mâles correctement, et correctement aussi les nucléi et les reines, parce que ce sont 3 éléments distincts quand même. À cette époque-là, on se dit aussi, qu'est-ce que font nos voisins européens pour faire des fécondations dirigées? Nous, on est dans les Pays de Loire, et ça serait bien qu'on trouve aussi un lieu où on peut faire des fécondations dirigées. On n'a pas de montagne, on a, nous, une petite île, voilà, qui s'appelle l'île Madame, enfin, elle n'est pas à nous d'ailleurs, malheureusement. Suffisamment loin du littoral, suffisamment accessible de temps en temps, mais nous, on était l'abeille ligérienne du Pays de Loire, et là, juste là, on change de région. On passe en Nouvelle-Aquitaine. Donc ils nous ont supporté 2 ans, et à un moment, ils nous ont dit non, vous êtes plus du département, vous êtes de la région, et en plus, le conservateur du littoral qui gère cette île nous a dit, vous amenez trop d'abeilles, ça fait concurrence aux abeilles présentes sur le site, donc vous partez. Ok. Donc il a fallu trouver d'autres lieux.
Mais l'île Madame nous a permis de sortir quelques têtes de lignée qui sont encore utilisées. Donc ensuite, on est parti sur, nous, on était plutôt sur la sélection massale, la production de miel, bien évidemment, hein, on peut voir, la qualité de couvain. Alors, je les ai plus tous en tête, mais les tests hygiéniques, à l'époque, on les faisait à l'azote liquide aussi. C'était intéressant de les faire, le souci, c'était l'organisation aussi, hein, de mettre ça en place, parce que l'azote, ça se commande. Là, on voit quelqu'un qui le manipule dans des mauvaises conditions, hein. Ça ne se manipule pas comme ça. Donc il faut la réserver en amont. Il faut que le jour où on passe, on soit dans les bonnes conditions pour pouvoir faire le test. Donc c'était plutôt compliqué. Maintenant on est passé au pin test. On en reparlera après. On avait aussi commencé à travailler à l'époque un peu sur les résistances varrois, les colonies VSH avec les inséminations à un seul mâle, testage derrière de varrois. Bon, ça dépassait le cadre de nos compétences d'apiculteurs, là. C'était vraiment trop chronophage. Donc, alors un peu toujours les premières histoires. On a commencé, on a réussi quand même 57 reines inséminées. On doit en avoir une centaine à la base. Et on a fait 82 reines sur l'île. C'est marrant de voir ça aujourd'hui, 82 reines, on était content avec ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on chacun fait en une fécondation. Mais bref, on a continué comme ça. Alors l'idée, là, c'est pour reprendre un peu nos évolutions, parce qu'au fur et à mesure, on a complexifié un peu le système. C'est-à-dire qu'au début, on se retrouvait tous au même endroit pour inséminer. On préparait les manques à mâles, il y en a qui allaient chercher les mâles au même moment, il y en a qui prélevaient le sperme et d'autres qui inséminaient. Ça faisait des grosses journées qui étaient un peu à rallonge. Et puis, comme pour certains d'entre nous, et dont je fais partie, les résultats étaient plutôt bons, pourquoi faire 20 nucs quand on peut en faire 50 ou voire 100 l'année d'après, sans insémination? Ce qui obligeait à avoir une autre organisation, on préparait les manques à mâles en amont. On s'est rendu compte aussi que quand on faisait nos insèmes au mois de juillet, enfin début juillet, c'était plus cool pour nous, en termes d'organisation de travail. Par contre, les mâles qu'on avait dû faire élever étaient souvent de moins bonne qualité, parce qu'ils étaient élevés en deuxième vague d'élevage de mâles. Hein, les premiers élevages, ils se font quand la colonie commence à démarrer. Mais nous, on est arrivé pile au moment de la deuxième vague, et si on compte, fin juillet, on arrivait en termes d'élevage vers le 15 mai. 15 mai, chez nous, il n'y a rien. Il n'y a rien, le colza est terminé. Donc il n'y a plus cette dynamique pour élever des mâles. Donc on avait souvent, on forçait un peu les colonies pour élever des mâles. On avait des mâles qui naissaient, mais qui n'étaient vraiment pas de bonne qualité. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on va décaler, pas nos moments d'insémination, mais nos moments de prélèvement de semences. On a fait ça, et on élevait fin mars pour que mi-mai, on puisse prélever des mâles qui soient élevés en début de saison, donc qui soient de super bonne qualité. Là, on a eu des bons taux d'insémination. On a commencé à rajouter des tests généalogiques aussi, et puis en 2020, on a commencé à envoyer nos résultats, parce que en même temps qu'on faisait, la première chose qu'on faisait, c'était réussir nos fécondations. Une fois que ça a marché, après il fallait tester derrière ce qu'on avait produit. Est-ce que ça correspondait vraiment à ce qu'on souhaitait? Donc on a monté un groupe parallèle dans un premier temps un parallèle à des gens qui voulaient découvrir un peu la sélection sans être dans la fécondation. Et ils testaient avec nous une partie de nos reines réussies en fécondation. Parce qu'il y a un moment, tester à grande échelle, enfin, plus on teste à grande échelle, plus les résultats sont fiables. Donc on voulait agrandir considérablement notre nombre de testeurs et donc de reines testées. Donc on a fait appel à un nouveau groupe et on a commencé à avoir aussi de la donnée qui commençait à être vraiment intéressante. Et 2020, c'est là où on arrive avec les génétiques, génétique quantitative, où on commence à pouvoir traiter, de la donnée. Mais ça, on va en reparler après. Et l'idée maintenant, depuis 2023, c'est qu'on s'est rendu compte, ce qui est évident à un moment, c'est qu'on voulait faire progresser une abeille, mais en ramenant toujours du sang neuf. Et donc ça ne servait pas à grand-chose. Donc on a décidé de passer en population fermée, c'est-à-dire qu'on part avec un pool de départ, et on va travailler qu'avec ce pool
de départ. Alors sauf si, au fur et à mesure, sauf si il peut y avoir une lignée exceptionnelle qui ressorte chez les uns ou chez les autres, mais parce qu'elle a été testée et on a les éléments pour pouvoir la comparer aux autres. Sinon, on ne ramène rien de neuf dans notre pool actuel. Donc c'est pour vous montrer un peu l'évolution aussi du nombre des rennes travaillées et le nombre de personnes. On est passé de 7 membres à 20 membres. Et en 2023, on avait quasiment 500 rennes de produites et testées. 2024, on va arriver à 2000 rennes produites en 2023 et testées en 2024. Et je ne vous dis pas ce qu'on a produit cette année en 2024, parce que je n'ai pas les chiffres encore, mais ça va être impressionnant. Bon, cette phrase, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est un vrai débat constant dans un groupe de sélection, c'est est-ce qu'on va vraiment plus loin, et tout ce que ça peut impliquer comme relation avec d'autres personnes, sur les objectifs, sur les répartitions du travail, sur la répartition de la génétique produite aussi, parce que l'idée c'est qu'à un moment on puisse partager la génétique ensemble. Donc c'est vraiment souvent des débats, l'ensemble est vraiment important, mais amène pas mal de discussions de groupe, hein, quand même, clairement. Donc nos critères de travail, production de miel, douceur et paresse à l'essaimage. Production de miel, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais vous redire, c'est un critère relativement simple pour voir si elles font du miel, et si elles font du miel, ça veut dire que les colonies sont dans des bonnes conditions pour produire. Mais ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des bonnes conditions environnementales, des bonnes pratiques de l'apiculteur aussi qui font que ça joue à la production. Donc on verra tout à l'heure comment on fait pour éliminer toute cette partie autre que la génétique dans les calculs de performance. La douceur, bien évidemment, c'est quelque chose qui reste pour nous indispensable en termes de qualité de travail, et puis bien évidemment en termes économiques et de travail aussi, la paresse à l'essaimage. Les caractères de rusticité, c'est-à-dire que pour nous, c'est peu de consommation hivernale, j'insiste là-dessus sur hivernale, parce que pouvoir sélectionner des colonies sur la moindre consommation en saison, ça joue sur pas mal de critères différents qui sont assez difficiles à pouvoir à tester. Typiquement cette année, bon, on pourrait se dire effectivement celles qu'on pas eu, on a eu une super année pour tester les consommations de printemps, mais on les a pas tous les ans. Donc c'est assez compliqué de travailler là-dessus. Par contre, consommation hivernale, hygiène et charge en varroa, c'est des choses qu'on peut faire tout le temps. Donc les consommations hivernales, on pèse où on estime le poids passé à l'hiver, et en sortie d'hivernage, on regarde ce qu'elles ont consommé. Et bien sûr, celles qu'on a dû, s'il y a eu à renourrir ou qui sont mortes de faim, bon, si elles sont mortes de faim, c'est réglé, mais s'il y a eu à redonner, c'est noté aussi. L'hygiène, on faisait l'azote liquide, je vous disais, c'est compliqué. Maintenant, on passe au pin test et qu'on répète 2 ou 3 fois. La discussion que j'ai eue avec un monsieur tout à l'heure, je vois plus. Sur la nécessité de reproduction. Nous, on estime qu'il est nécessaire de reproduire au moins 2 fois, voire 3 fois ce test pour qu'il soit fiable. Pareil pour les charges en varroa, on fait des varrois, des VP100, des varrois phorétiques, et on les répète aussi plusieurs fois pour avoir une tendance. Ces critères-là, ils sont aujourd'hui enregistrés, mais ils ne servent pas dans le plan de sélection parce que aujourd'hui, l'outil n'est pas encore assez avancé pour que ça puisse rentrer complètement dedans. Autant la production en douceur et non-essaimage, c'est des notes ou des poids et c'est relativement simple. Là, traiter ça demande un peu plus de techniques, de gestion de données qu'on ne maîtrise nous pas du tout, et que ceux qui travaillent dessus, pour le moment, ils nous ont proposé d'enregistrer. Pour le moment, ils ne peuvent pas les traiter. Mais ça va venir, le jour où ils pourront les traiter, ils auront les données déjà de fait. Donc aujourd'hui, et là ça va être vraiment les sujets intéressants dont on va parler, on est 20 exploitations avec 29 sites de testage des ruchers, et là, ça c'est les sites de testage, donc on en a, vous voyez, un peu partout dans le Grand Ouest, et puis un tout seul en région PACA. Donc quand on dit site de testage, c'est que c'est un rucher qui sert, on le teste sur toute l'année. Et il peut être transhumant, il peut être sédentaire, peu importe. Il faut que tout le rucher soit
soit avec un certain nombre de colonies équivalentes, de reines de lignées équivalentes pour pouvoir tester dans différents endroits. Et l'idée, c'est qu'on puisse, on s'est échangé au préalable certaines lignées pour qu'on puisse tester les différentes génétiques dans un même rucher ou plusieurs ruchers pour pouvoir avoir les éléments de cette génétique dans différents environnements et pas un seul. Sinon, on ne verra rien. Mais j'en reparle après. On a six sites de fécondation isolés. Alors, ça c'était une assez grande révolution de dire, jusqu'à quelque temps, on disait, on a des zones de fécondation, on ne peut pas en avoir, nous, dans nos régions, parce qu'il y a des voisins apiculteurs. Et on ne peut pas avoir nos ruchers de fécondation. Donc on a pas mal discuté de ça, et puis on a rencontré Ségolène Maucourt, qui est chercheuse au Canada, est spécialisée dans la fécondation et les plans de sélection de l'abeille au Canada. Et elle nous dit, nous, on s'en moque un peu de savoir s'il y a du monde autour de chez nous. Nous, on amène des quantités de mâles considérables pour être sûr que la majorité de nos mâles fécondent nos reines. Et l'année N+1, en testant ces ruches-là, on constatera s'il y a eu de l'introgression ou pas. Il faut produire. Sinon, on va se limiter à essayer de trouver un endroit où on peut faire féconder, et ça va être la problématique. Donc nous, on a après organisé, on s'est dit, chacun des gens intéressés va chercher dans son secteur des zones où on peut avoir des zones sans trop de présence d'apiculture. Alors là, la première, c'est dans un champ de maïs, dans une zone de maïs semence. Autant dire que personne ne vient mettre de ruches là à ce moment-là, sauf nous, parce qu'on va pouvoir, sur 3 semaines, assurer une fécondation sans autres ruches. C'est des zones pas intéressantes pour l'apiculture, pas sur toute l'année, mais à certains moments. Là, c'est chez Nico, je ne connais pas son environnement. Là, c'est la nôtre, celle qu'on gère, nous, ici, là, dans le Maine-et-Loire. C'est une zone gérée par l'ONF autour, mais pas le terrain n'est pas l'ONF. Autour, c'est l'ONF en production sylvicole de pin. Et à côté, c'est des chênes. Donc, il y a 2000 hectares autour où il n'y a pas trop d'intérêt à l'apiculture professionnelle de venir. Par contre, il y a des apiculteurs amateurs. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris nos pieds ou nos vélos et on a fait le tour. D'abord, dans un premier temps, 3 km à la ronde, en ce moment, l'hiver, là, on est parti avec les copains, avec une pancarte sur le dos, enfin avec des pancartes, avec un message, désolé de rentrer dans votre rucher, mais on fait partie d'un groupe de sélection, et voilà ce qu'on fait, et on propose de vous rencontrer, et voilà nos numéros de téléphone. Donc dès qu'on trouvait une ruche, on plantait la pancarte, et on a fait le tour comme ça. On a pu identifier dans une zone de 3 km de ruches, donc c'était pas très compliqué, c'était pas trop grave. Dans une zone de 5 km, on a une vingtaine, mais réparties à différents endroits. Et les gens ont pris contact avec nous. Alors la première année, on leur a proposé des essaims plutôt, et un rucher pour eux de repli, pour qu'ils les mettent ailleurs, on leur donnait des essaims qu'ils laissent à l'endroit de leur rucher, et on leur a proposé un autre rucher où ils pouvaient emmener leur ruche, pas leur merde, j'allais dire, mais leur ruche, ailleurs. Et ça n'a pas marché. Ils étaient contents d'avoir les essaims, mais ça n'a pas marché. Et l'autre problème, c'est que nous, ça marchait bien en termes de fécondation. Donc, une fois, on mettait une lignée. La fois d'après, on s'est dit, tiens, mais ça marche, on peut rajouter une deuxième lignée. Enfin, on va pouvoir faire un deuxième croisement avec une autre lignée, ainsi de suite. Donc, le fait de donner un essaim, ça ne marchait pas. Ce qu'on s'est mis d'accord, c'est qu'on vient, nous, fermer, avec une grille à rennes, leur ruche, le temps des fécondations. C'est un temps de 3 semaines par cycle. Le temps réel de fécondation, il est d'1 semaine à peu près. Voilà. Donc on va fermer leur ruche pendant 1 semaine. En contrepartie, on leur file des essaims toujours, il n'y a pas de problème. Et c'est de la meilleure génétique que des trucs qu'ils avaient avant, ils sont contents. Ils sont très contents même, mais ça nous a permis d'avoir des meilleurs résultats. On a eu encore, malgré ça, on a eu quelques surprises l'an dernier de croisements qui n'étaient pas forcément ce qu'on recherchait. Et avec un peu de mélange. Donc on s'est posé la question d'herbe. On a bien fait le tour.
On a interrogé les propriétaires, parce que pourquoi pas, à un moment, le moment où on fait la visite en ce moment, là, le tour, peut-être qu'au moment de saison, il y a un apiculteur qui vient avec ses ruches et on n'est pas au courant. Donc on a fait le tour de tous les propriétaires forestiers. Bon, l'ONF, on travaille avec eux, donc il n'y avait pas de... Enfin, on file des ruches au gars de l'ONF aussi, des essaims, donc il n'y avait pas de problème. On s'est posé ça comme question. Comment aussi, alors c'est un autre problème aussi, comment on s'assure que les propriétaires qui nous disent qu'il n'y a pas de ruche, ben, s'ils nous le disent, on leur fait plutôt confiance, mais que l'année d'après, ils ne soient pas sollicités par un autre apiculteur non plus. Pour venir mettre des ruches, c'est là, ça nous fait tomber le système, quoi. Donc nous, et après je reviens sur le problème qu'on a rencontré, comment on l'a résolu. Nous, le premier truc, c'est qu'on paye. Chaque personne qui vient faire féconder sa reine, il paye 18 € pour faire féconder la reine. Une partie va à l'éleveur de la lignée mâle, et l'autre partie à celui qui gère le site. Donc une partie, nous on rétribue le propriétaire du site, parce qu'il est vraiment super bien ce site-là, on le rétribue financièrement, ce qu'on fait jamais, enfin moi je ne fais jamais pour ça, pour mes ruches de production. Mais là, comme c'est vraiment important, on le rétribue financièrement, et les autres propriétaires, des caisses de vin, des choses comme ça, pour qu'ils ne soient pas tentés d'accepter des ruches qui viennent d'ailleurs à un autre moment. Ça c'était aussi un de nos travaux. Malgré tout, 2023, on a une fécondation, la dernière qu'on fait, on a des soucis, c'est pas la qualité qu'on espérait. Pourquoi? Eh bien, on rediscute, on redébobine un peu tout ça, et on se rend compte que quand on fait la première série, c'est encore ça, je recommence. Quand on fait la première série de début mai, on a mis les cadres à mâles mi-mars. Donc les mâles arrivent bien, et comme c'est les premiers mâles, il n'y a pas de dérive de mâles à ce moment-là. Et nous, on peut les emmener tout de suite. Les ruches qui sont dédiées, la lignée, on les amène tout de suite sur place. Donc on n'a pas de mâles extérieurs qui peuvent venir. Par contre, deuxième série qui va se trouver vers le 20 mai, et la troisième qui va se trouver vers le 15 juin, si les ruches à mâles, elles sont mal préparées, et je vais expliquer ce qu'on entend par bien ou mal préparées, il peut y avoir des mâles extérieurs qui viennent se greffer à nos mâles. Et ça, si on n'est pas vigilant là-dessus, on l'était sur les banques à mâles pour les insèmes, mais sur les FD, il faut qu'on ait le même niveau de qualité. Ça veut dire qu'on prépare, pourtant le protocole est assez simple, on hiverne dans un même lieu que des ruches avec la même lignée qui sont destinées à faire des ruches à mâles pour les FD qui suivent. Si ces ruches sont proches d'autres ruchers, on peut avoir des mâles qui viennent de l'extérieur. Donc pareil, on met des grilles à mâles à l'entrée, on prévoit pour éviter que les mâles de l'extérieur viennent. Parce qu'une fois que ça s'est mis en place, le jour où on vient, toutes les 3 semaines, on change les ruches à mâles. Donc on peut avoir de la contamination avant de les amener. Voilà, c'était ça le problème. Et c'était certainement ça parce que ça ne s'est pas reproduit cette année. Enfin, en tout cas, pas ce qu'on a vu pour le moment. Voilà un peu l'organisation. Donc, en fonction des résultats qu'on a pu avoir, ou avant ça, de dire, chacun disait, moi j'ai une super lignée, on la met en lignée mâle, j'ai suffisamment de F1 derrière, enfin de F1, je n'aime pas ce terme-là, mais de filles à proposer pour faire les ruches à mâle, on a ce qu'il faut, et on les amène. Donc c'était plutôt là sur sur la proposition. À partir de maintenant, où on arrive avec des données, où elles ont pu être traitées, maintenant c'est des lignées qui sont imposées par rapport à leurs résultats. Et on va parler un peu de résultats après. Voilà comment ça se passe. Ça c'est pour la partie mâle. Pour la partie reine, aujourd'hui, cette année on avait 57 lignées à tester. 57 lignées à tester, avec l'idéal qu'on ait réparti ces 57 lignées sur plusieurs emplacements. Donc on a partagé un peu le travail. Ceux qui préparaient les lignées mâles, ils ne préparaient pas les cellules d'élevage. Donc il y en a qui greffaient, qui mettaient à disposition les cellules à ceux qui préparaient les mâles, ou les vendaient, peu importe la technique. Mais la répartition, elle n'est pas dans certains groupes où chacun fait un petit bout, une partie d'un truc. Non, on prend en charge une globalité. Si on s'occupe des mâles, on s'occupe des mâles. Si on s'occupe de faire des reines, d'une lignée, on fait la reine des lignées et on distribue à tout le monde. C'est le principe qu'on a retenu. Le contrôle des sites, on a fait ça.
On a fait ça, là, l'idée c'était de se dire, on veut s'assurer qu'on n'ait pas de mâles de ruches extérieures, et on va mettre des mâles, on va mettre des reines vierges à se faire féconder. Sincèrement, là on arrive dans la situation où on va avoir des fois des ruches, alors elles se sont mal fait féconder, mais il y en a qui se sont fait féconder quand même. Ça veut dire quoi? Il y avait des ruches assez près, ou c'est des mâles d'assez loin, la littérature dit que ça peut faire plusieurs kilomètres, ou c'est des mâles qui sont venus vraiment de loin pour rattraper quelques-unes des reines. Bon, ça n'a pas été quelque chose qui nous a... On n'a pas eu de 0 reine fécondée, ça on n'a pas eu. Mais on s'est dit que ce n'était pas forcément la solution. La solution, c'est de dire, nous, on va amener beaucoup plus de mâles qu'il ne faut pour féconder une reine. Et on sait que aussi, les reines, elles vont se faire féconder proches des ruches s'il y a les mâles qu'il faut. S'il n'y a pas de mâles, elles vont aller loin. C'est plutôt le problème des mâles qui viennent de loin pour féconder nos reines. Mais c'est un coup, toutes les 3 semaines, au moins, c'était pas l'inquiétude. Ce qu'on cherche aujourd'hui, alors on a essayé aussi de faire analyser nos résultats en génétique. Avec l'INRA en disant, nous on voudrait savoir si la lignée mâle qu'on a mis, c'est bien celle qui a fécondé nos reines, est-ce que c'est le bon croisement? Et aujourd'hui, comme l'utilise la Buckfast dans notre groupe, il n'existait pas de données encore suffisamment importantes pour pouvoir traiter si c'est quand c'est des croisements entre Buckfast. Ça serait un croisement entre de la noire ou l'italienne ou de la Carnica, il y a des éléments, mais la Buckfast, il y a trop de c'est une combinaison de races, il y a trop d'éléments génétiques dedans, et ils ne pouvaient pas travailler dessus. Aujourd'hui, on participe à nous avec des Québécois, André Rousseau, sur une puce génétique pour pouvoir analyser nos reines. Donc voilà, pour analyser la qualité de nos stations. Voilà une nouvelle perspective qu'on a. Ça, c'est la partie fécondation. Après, on a la partie insème. Bon, il y a plein de photos partout, des groupes se rassemblent. Nous, on en a fait. Chez nous, on en fait une centaine à peu près par an, en plus des FD. Les insèmes, elles sont ouvertes, enfin, on fait un peu des deux, quoi. On fait une partie pour nous, pour le groupe, et puis aussi une partie de certaines lignées qui nous intéressent, qui sont hors groupe, qu'on continue à travailler. Bon, c'est plutôt sympa, les insèmes, surtout les Normands. Là. Ok. Ensuite, donc là, c'est l'indexation génétique des sites de testage. Ok. Comment on va, nous, après, se répartir la génétique qu'on a en commun? Je vous disais, il y avait 57 lignées maternelles et une vingtaine de lignées paternelles. Donc, il faut pour pouvoir tester génétiquement et avoir une fiabilité de ce qu'on va faire, il faut les tester en différents endroits pour voir si c'est bien l'effet génétique qui ressort. Donc, quand on va produire une grosse série d'un même croisement dans un endroit, on va nous répartir aux autres collègues nos reines. On fait 50 fois le même croisement dans une station et on en envoie à tous les autres collègues du groupe. Et eux, de la même façon, ils nous en envoient aussi à nous. Comme ça, ce qui fait que notre rucher de testage, lui, l'année d'après, on a un peu de notre génétique, un peu de celle du voisin, un peu de celle de l'autre, un peu de celle de l'autre, un peu de celle de l'autre. Ce qui fait qu'on peut comparer les mêmes génétiques dans des milieux différents. Et on va voir pourquoi c'est vraiment indispensable. Les mêmes génétiques dans des milieux différents, ça nous permet de faire ressortir l'effet génétique. Donc on a différents moyens, donc les stations de fécondation. Pour certains, on envoie des capillaires pour la semence, échange de cellules, et ce qui marche le mieux maintenant, c'est une fois qu'elles sont fécondées, on se les expédie. Avant, on se faisait des échanges de cellules, alors là, c'était un chantier pas possible entre ceux qui élèvent pas le même jour, hein. Entre ceux qui habitent loin les uns des autres, et comment toi, je la récupère, enfin bon, et donc c'était compliqué. Donc maintenant, envoi de reine directement, et c'est bien plus simple. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette photo-là. Ok, l'enregistrement des données, il y a ça, donc ok, on va passer à ça. L'enregistrement des données, ça c'est quelque chose qui est indispensable. Alors je vais peut-être changer d'ordi. Il me reste combien de temps ou 15 minutes. On va faire simple. L'enregistrement des données, nous on va essayer d'avoir un certain nombre d'éléments, je dis la production. On enregistre la quantité de miel produit
par ruche, par récolte. Alors, soit on va peser, alors il y en a qui ont un apitraceur et qui utilisent le système apitraceur, d'autres qui vont évaluer la quantité de miel produit par nombre de cadres et qui vont faire un calcul pour mettre ça en kilos derrière. Ensuite, pour les douceurs, on utilise le code ITSAP. Pour l'essaimage, on utilise les codes ITSAP aussi, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'homogène. Malgré tout, on se rend compte que certaines cotations mériteraient encore un peu d'être affinées. Pour ceux qui l'utilisent, vous qui l'utilisez peut-être, pour les groupes de sélection, 4, 3, 2, 1 pour la douceur. Des fois, 4, c'est ouvrir sans enfumoir, sans protection. 3, c'est sans protection, mais un petit coup de fumée. Et des fois, on en a des 4 qui mériteraient 3,5 parce qu'on ne se fait pas attaquer, mais ça bouge un peu, alors qu'il y en a des qui ne bougent absolument pas d'un iota. Donc, il y a encore à affiner ça. Moi, je n'étais pas partant de faire des comptages de cellules. Mais pour avoir une donnée assez intéressante, c'était de voir est-ce que les ruches font des cellules, et après on les laisse faire. En fait, je vais dire ça autrement. C'est quoi le mécanisme de fonctionnement de la colonie quand elles ont envie d'essaimer? Il y en a qui vont avoir envie d'essaimer et qui ne vont pas le faire, qui vont casser les cellules. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Il y en a qui vont faire des cellules et qui ne vont pas arrêter d'en faire et en faire plus et qui vont essaimer. En fait, c'était de savoir les nuances, parce qu'elle n'a pas essaimé, mais si elle a fait des cellules à un moment, on va l'avoir noté comme voulant essaimer, mais elle n'a pas essaimé pour autant. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, en fait, ce qui est intéressant d'enregistrer, nous, c'est le site de testage, parce que là, il faut absolument qu'on ait un site de testage, une année, parce que le même site utilisé 2 années de suite, ça ne va pas être les mêmes résultats. Et l'enregistrement de la donnée de la reine et l'enregistrement de la donnée des parents de la reine et de ses aptitudes à produire. On doit avoir un dessin après. Voilà. Alors pourquoi nous on a souhaité passer à la sélection généalogique plutôt que rester à la sélection massale? Je vais passer tout de suite à ça et vous allez comprendre en parlant comme ça. La performance, on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on va constater, c'est le poids de miel ou la douceur ou le test varrois. Là, on a pris la performance de 2 reines en termes de production de miel. Et a priori, celle-là est bien meilleure que l'autre, hein, à première vue. Vous êtes tous d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, c'est un effet identifié. Alors, la performance, hein, un effet identifié, donc c'est ce qu'on va nous appeler effet identifié, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'environnement, donc un lieu, mais aussi l'année, mais aussi les pratiques apicoles. Clairement, un apiculteur, une bonne gestion de varroa ou pas de varroa, des choses comme ça, qui va rentrer dans ces effets. Donc là, on peut voir qu'en fonction des emplacements, hein, on va avoir des productions qui sont complètement intéressantes. Et celle-là, si on regarde, celle-là, elle a l'air hyper bien hein, quand même. Ouais, c'est la mienne, c'est pour ça que je la montre, mais en même temps, ça a l'air hyper intéressant, mais on va voir que ce n'est pas forcément le cas au final. Donc ça, c'est l'effet connu, identifié, l'environnement, les pratiques. On va rajouter à ça la génétique, et c'est ça qui va nous intéresser. Et il reste une troisième partie, qu'on va dire résiduelle, non identifiée, non transmise. Voilà. Donc la performance, c'est des effets identifiés, donc un environnement, des pratiques, la génétique et d'autres éléments. Ça fait quand même beaucoup. Et comment, là-dessus, dans cette partie-là, on va pouvoir extraire cette partie génétique. Ça, si on prend celle-là, c'est de la sélection massale. Nous, on veut de la sélection généalogique et on va utiliser cette partie-là. OK? Donc, pour l'exemple, c'est vraiment qu'un exemple, mais on va se dire, voilà, celle-là, a priori, c'est la meilleure, parce qu'elle a fait plus de miel, donc c'est sur laquelle je veux élever. Mais au final, quand on regarde ce qui a été transmis par la génétique, eh ben, c'est la reine 1 qui est la meilleure. Les résiduels, peu importe, et c'est la même chose, hein, il y a le même niveau. Et les effets identifiés, l'emplacement en pratique apicole, eh ben, elle a joué un grand rôle dans cette performance. Mais celle qui est la meilleure à reproduire, c'est la numéro 1. Alors c'est un exemple pour bien comprendre que c'est qu'une partie, hein, d'accord? Et que souvent, on va avoir tendance, nous, en tant qu'apiculteurs, à prendre cette globalité, en disant ça c'est la meilleure, ici, chez moi, aujourd'hui elle est top. Ouais, mais c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on veut, nous, là, c'est améliorer la génétique et la transmission. Après, ça peut être un autre cadre de travail, d'améliorer son environnement ou ses pratiques. Mais dans notre cadre, là, c'est cette partie qui joue.
Donc vous l'avez vu, l'intérêt de la généalogie, c'est connaissance des pédigrés, parce que ça va être ça qui va nous intéresser. Pourquoi on travaille avec des pédigrés? C'est parce qu'on va connaître les performances des parents, des grands-parents, et de la famille à côté aussi. Ça va être quelque chose d'intéressant. Et on va pouvoir aussi avoir la suite des descendances. On va enlever on va enlever cette cotation des effets identifiés, enfin la correction, pour arriver à la fin à cette partie génétique. C'est-à-dire que quand on va prendre, pour faire assez simple, un résultat ici là, de production, on va prendre aussi en compte la génétique déjà utilisée. Et donc ce qui fait que plus on a de connaissances aussi sur les parents et les grands-parents, les cousins, les cousines, les tantes et tout ça, eh ben, on va avoir des résultats plus précis sur la valeur génétique de la colonie. Donc c'est pour ça qu'il faut une quantité de données la plus large et la plus importante. Et de travailler dans un système assez fermé, voire fermé, parce qu'on va pouvoir connaître les performances des parents, des grands-parents, et ainsi de suite. Alors que si on ramène toujours du sang neuf dedans, dans notre plan de sélection, ça disparaît. Et donc on est aveugle là-dessus. Et donc on ne peut pas bien déterminer cette partie-là. Vous voyez l'idée? Donc c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut avoir en compte. La donnée de performance corrigée plus le patrimoine génétique, la génétique, les pédigrés qui vont faire qu'on va pouvoir avancer à ce niveau-là. Ok, alors les intérêts, je vous laisse lire. Ouais, ça c'est un peu technique, on passe. Donc là, après les spécificités de l'abeille, on est d'accord, c'est cette histoire-là. Une reine qui va donner et qui va se faire féconder donnera des abeilles. C'est ça notre difficulté. En fait, c'est qu'on a besoin, nous, en termes de génétique qui complexifie l'histoire, c'est qu'il y a besoin de plusieurs mâles qui fécondent notre reine. Et ça, il va falloir alors, c'est pas, nous, en termes techniques, c'est pas trop important, mais pour ceux qui travaillent en termes de modèles, de calcul de valeurs génétiques, eux, ça leur pose des problèmes à plusieurs niveaux. Parce que derrière, on va avoir plusieurs performances qui sont associées. C'est-à-dire qu'on a la performance de la reine, qui est ici, et ce qu'on va lui demander à la reine, c'est plutôt de pondre, d'avoir une bonne cohésion dans la ruche, et après, on va avoir la performance de la colonie, qui va être, alors tout ce qu'on va pouvoir rajouter, la production, la longévité des abeilles, etc. Donc quand on va sélectionner encore sur la génétique, vous voyez, on a déjà bien découpé la performance de production de miel en elle-même, en disant il y a des effets, des effets connus, la génétique et puis des résiduels, et en plus dans cette partie génétique, on a les qualités de la reine et le groupe d'ouvrières. Donc on va rechercher deux choses différentes en même temps, et voir, on peut rajouter une troisième. Donc voilà, c'est vraiment ça, cette difficulté-là. C'est le résultat de l'interaction entre le génome de la reine et celle de ses filles. Voilà, ça va vraiment... et lesquelles on va prendre en compte pour quel croisement. Donc voilà, on revient un peu sur l'histoire de pédigré, hein, toujours. Hein, voilà, on connaît la mère de la reine, on connaît la grand-mère paternelle, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir ça en tête. 5 minutes. Ok. Eh ben, en même temps, on va... un autre problème pour nous, c'est vraiment notre travail, c'est l'absence de maîtrise limitée de la voie mâle. On en a parlé tout à l'heure, les stations de fécondation, les inséminations, c'est vraiment un vrai problème. Et ça, autant les autres élevages, ça pose pas de problème, pour nous ça pose problème, on est d'accord. Bon, voilà les contraintes, on les a toutes vues, les contraintes de l'apiculture. Et ça, voilà, ce qu'il ne faut pas faire quand on veut pouvoir faire la sélection génétique, c'est une sélection en population ouverte. C'est-à-dire qu'on va toujours ramener quelque chose de nouveau, parce que là, on ne va rien voir du tout. On va ramener de l'inconnu systématiquement. Et ce qu'on veut, c'est avoir du connu. Au final, la génétique, ça prend qu'une petite partie. Et quand on voit tout ce que ça inclut dedans, si on rajoute un tout petit peu d'inconnu quelque part, on perd tout le travail. Donc vraiment, travailler en population fermée, ça nous permet d'avoir une connaissance vraiment du pédigré. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc l'idée, nous, on a commencé à travailler avec le CISAF, qui est une entreprise, une association, c'est quoi une autre, je ne sais plus. C'est un syndicat, pardon, CISAF, dont le travail, c'est de faire de l'analyse de données de production, ce qu'on appelle un BLUP animal, et ça a été financé via un CASDAR et par
l'ITSAP. Nous, pourquoi la Belligérienne rentre dans l'histoire? C'est parce que comme on était les premiers, un certain nombre à avoir amené pas mal de données, de performance, ils peuvent mettre en place leur outil de travail d'analyse de données. Alors, ce qui a été la première chose difficile pour eux, c'est que c'est des statisticiens, donc ils voulaient avoir des données hyper performantes. Et nous, on est apiculteurs et on notait ce qu'on avait envie de noter comme on avait envie de le noter presque. J'exagère, mais... Donc il a fallu remettre toutes ces données propres pour qu'elles puissent être analysées derrière. Et ça veut dire, par exemple, que un truc qu'on fait souvent, nous, on va noter une lignée, ben, c'est de la B138, ok. Mais le nom de la reine, pour qu'elle puisse être intégrée dans un plan de sélection, être reconnue et analysée comme étant la grand-mère et la cousine d'un autre. Si je mets B138 et que l'année d'après, ou un copain met la B138 qui est autre chose, on est paumé. Donc on a des codes qui sont un peu complexes à rentrer pour connaître la reine. Il a fallu qu'on crée ces codes de reine, ces noms de reine. Donc c'est FR, parce qu'on est en France, après le nom d'éleveur, un peu de lignée, on rajoute peut-être des sigles et des années. Et après un code pour le type de fécondation. Voilà, ça c'est le nom d'une reine, donc je ne vais pas vous la donner, mais il a fallu qu'on crée ça, parce qu'on ne l'utilisait pas avant. Hop, ben zut. Il a fallu aussi travailler sur justement l'héritabilité. Alors je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est assez technique ça. C'est pas mon domaine de savoir ce que c'est que l'héritabilité. Mais en fait c'est de se dire, dans la partie génétique qu'on a pu voir là, le petit bâton vert sur le grand jaune, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est héréditaire? Et à quel niveau il est héréditaire? Est-ce que c'est un tout petit peu héréditaire? Et là-dessus, franchement, on n'a pas de travail à faire, parce que ça ne va pas bouger. Ou alors c'est hyper héréditaire, et ça va être vraiment intéressant. Et ensuite, et là, c'est l'estimation des valeurs génétiques EBV des reines candidates en sélection. Donc ça, c'est une fois qu'on a rentré toutes les informations, en termes de production et en termes de pédigré, et ben on va pouvoir donner une valeur à la reine si elle est intéressante à reproduire ou pas, en niveau génétique. On connaît ses parents, ses grands-parents, ses cousins, ses tantes. Elles étaient super bonnes. Elle est super bonne aussi parce qu'on a pu constater. Elle va avoir un EBV intéressant. À l'inverse, une reine qui est la famille est mauvaise dans tous les sens, mais elle a super performé. Elle va peut-être pas avoir une bonne note. Peut-être qu'elle est bonne, mais son environnement, sa famille, son environnement familial n'était pas. Non, c'est pas environnement, mais sa descendance, sa famille, son pédigré n'était pas bon. Donc on va pas la retenir. Et de la même façon, dès qu'on va rajouter quelque chose de nouveau, ben, elle aura une valeur mauvaise, puisqu'on ne connaîtra pas les performances de ses aïeuls. Voilà un peu ce qu'on fait. Alors, je vais aller vite sur la suite. Voilà, c'est la découverte de jeux de données. Donc là, ils sont bien amusés de tirer les cheveux, parce que entre nous, ce qu'on a mis... Et c'est qu'à partir de l'année dernière seulement, enfin de l'hiver dernier, qu'ils nous ont rendu quelque chose qui tenait un peu la route. Même si on peut encore mettre des... Et ça doit être tout. Ouais. Bon, on va être bon là? Ouais. Non, mais j'ai fini de toute façon en même temps. Donc ça, c'est mise en place d'échanges entre nous, la Belligérienne, le CISAF et l'ITSAP. Et bon, ça c'est nos regards de nous. Le CISAF vient en optimisation du schéma de croisement, parce que c'est ça aussi à un moment. Dire celle-là, elle est très bonne, celle-là est très bonne, celle-là est très bonne. Lesquelles on croise avec lesquelles pour avoir, et quels résultats prédictifs. On peut avoir du prédictif en génétique, en disant si on croise un tel avec un tel, on a certainement ça comme résultat derrière. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir aussi comme travail. Une partie formation des apiculteurs à la génétique et présentation des résultats, ça c'est aussi un autre point, parce que c'est vrai que là, on a balayé assez rapidement des notions un peu complexes. Les paramètres génétiques, l'héritabilité, ça commence à venir. Et l'amélioration et stockage des données, ça va être aussi le vrai problème, parce que nous aujourd'hui on est un petit groupe et on a une méthode de stockage. Il faut que demain, si d'autres groupes existent au niveau national, ils puissent avoir on puisse avoir tous la même façon d'enregistrer les données pour qu'elles puissent être traitées de la même façon et qu'on puisse comparer demain des éléments entre des groupes qui se mettraient en route, enfin qui sont en route ici avec le nôtre, pour que ça soit intéressant. Donc ça, il faut qu'on ait un système de collecte vraiment efficace et universel, enfin en tout cas, pour tous les groupes de sélection nationaux français, on a les mêmes systèmes,
et avec un stockage de données qui soit protégé. Parce que après, on n'a pas discuté de ce que devient ce vivant-là. Nous, on est sous licence Happy Mondia pour notre groupe, on a décidé ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de licence. C'est-à-dire que demain, je vends des rien issus de notre groupe de la Belligérienne, elles vous appartiennent à partir du moment où vous les avez achetées. Il n'y a pas de droit dessus, voilà. Mais ce qui est souvent le cas dans d'autres espèces. Voilà pour conclusion sur notre groupe de sélection. Merci pour ton exposé que j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai plein de questions, alors, du coup je ne sais pas comment je procède, si on les fait à la suite ou si on... Vas-y, commence. Alors, j'ai pas bien compris la place de l'insémination dans le programme de sélection. Donc, En fait, il fait partie, c'est un des outils qu'on a pour faire des croisements. Voilà, c'est tout. On a station, INSEM, et on n'en a pas parlé, mais fécondation clair de lune aussi d'un autre côté. Mais voilà les trois voies qu'on utilise pour les fécondations, pour contrôler nos fécondations. D'accord. Bon, on reviendra après. Je vais en poser une deuxième, puisqu'il faut partager le micro. Le problème de la... Comment visualiser qu'en rucher contrôlé, il y a une bonne fécondation? Est-ce que c'est basé sur le phénotype ou tu as parlé de puces qui va être mise en place, je crois, au Québec, mais pour l'instant, comment tu contrôles qu'effectivement ta fécondation est bien conforme? Oui, tu as raison. En fait, on la teste l'année d'après. C'est-à-dire que tu récupères ta reine, tu la mets en prod en N+1, et tu vois si elle correspond à ce que tu recherchais. Donc s'il y a eu l'introgression par autre chose, tu vas déjà avoir un peu de couleurs différentes, mais imaginons que tu aies de l'introgression avec des mâles qui soient buckfast, mais qui ne soient pas du... Là, tu ne le vois pas, mais par contre, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont alors pas forcément bien fonctionner, mais qui ne seront pas au niveau des autres. Donc c'est là où, en fait, la sélection, elle se fait dès qu'on va tester derrière. L'année d'après, on va contrôler tout ça. L'idée, c'est qu'on n'a pas trouvé, sincèrement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver aujourd'hui d'institut qui soit capable de nous faire de la génétique pour la buckfast. Je le disais tout à l'heure, autant tu fais un croisement entre d'autres races, il y a moyen. Buckfast, c'est déjà c'est trop compliqué. Donc ils bossent dessus au Québec pour avoir une puce génétique. Voilà. Donc cartographier, voilà, ça veut dire les gènes. Voilà. Non, je disais que la puce génétique, elle va te contrôler que c'est bien une fécondation par une buckfast, mais pas par le mâle de ta lignée. Si, justement, c'est ça le truc. C'est que c'est suffisamment précis pour qu'on va nous prélever des mâles avant, les faire analyser, et pareil pour les reines vierges. Et donc après, ils vont pouvoir nous dire c'est bien un croisement Enfin, il y a certainement de grandes chances que ça soit... que c'est pas... Ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non. Voilà. Ok. Oui, on comprend bien la nécessité de fonctionner avec une population fermée pour être efficace en termes de sélection. Ouais. Mais comment vous allez, dans le temps, garder suffisamment de variabilité pour arriver à toujours faire ce travail de sélection et à pas arriver à un moment à ce que tout se ressemble trop, quoi. Ouais. Alors, se ressemble trop. Après, encore une fois, on utilise un croisement où il y a déjà quand même pas mal de variétés génétiques dessus. On va en rester en population fermée. Alors, c'est pour ça qu'aussi on travaille sur plusieurs points en même temps. Il faut connaître les pédigrés, ce qui fait qu'on va savoir lesquels on ne va pas coupler avec les autres aussi. Parce qu'à un moment, on ne va pas croiser les autres, la même famille tout le temps les uns avec les autres. Donc pédigré, ça c'est la première chose. Et qu'en même temps, on peut aller un peu loin quand même en termes de croisement, des lignées qui sont assez proches. On ne parle pas de tante-neveu pour autant, mais assez proches, on peut aller assez loin quand même. C'est pas demain qu'on va avoir des problèmes. Tu me corrigeras si je me trompe, tu avais dit 58 lignées à tester, oui. 20 membres, oui. 12 testeurs. Oui. Combien lignées par testeur, combien individus par lignée pour avoir des résultats cohérents? Eh bien, pas encore assez. Non, mais sincèrement, parce que c'est là le frein, en fait. Pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait qu'on ait... Alors, on nous dit au moins 6 représentants par lignée, par croisement.
par zone de testage, au moins. Donc si on compte qu'on a 59 lignées réparties sur 20 exploitants, alors l'idée c'est qu'on ne fasse pas les 59 lignées réparties chez tout le monde, mais qu'on puisse suffisamment bien répartir les unes avec les autres pour que toi tu testes la A, la B et la C, et que moi je teste la C, la D, la E, et ainsi de suite, et qu'on puisse avoir des recoupements comme ça. C'est la seule solution. Il n'empêche que ça fait au moins 30 ruches, enfin un rucher de 30 quoi, 5 lignées différentes. Voilà. C'est pas tant le problème, c'est un vrai problème d'organisation, encore une fois. C'est pas tant le testage en soi, parce qu'on est apiculteur, bon, on doit se contraindre un peu à noter les choses, qui restent, sauf la saisie du code de Rennes qui est un peu pénible. Pour le reste, c'est pas très compliqué. Et surtout qu'on a assez automatisé les systèmes, ce qui fait que quand on doit mettre des kilos, on met des kilos et pas des dates. Enfin, des choses où on peut pas avoir des bourdes faites par les uns ou par les autres. C'est vraiment toute cette partie-là, à dire, bon, alors toi, tu as quelle lignée, et en fait, il nous fallait justement quelque chose, un outil, c'est ça le BLUP, en fait, qui va donner des résultats, mais derrière un outil, le SysAF nous permet d'avoir cet outil, de faire un plan, un schéma de sélection derrière, que nous, on ne peut pas faire, sinon, tu imagines le casse-tête. Alors toi, tu as eu telle lignée, telle autre lignée, telle autre lignée, lui, il en a eu autre, comment on se répartit ça, quoi, c'est trop compliqué. Donc, le SysAF, financé par l'ITSAP, vient en appui là-dessus pour nous aider à traiter les données et à nous mettre en place le schéma de testage et de fécondation derrière. Sinon, c'est assez difficile. Et en plus, là, c'est à premier échelon, mais quand tu rajoutes aussi les pédigrés dedans et les croisements anciens des uns et des autres, qui est cousin avec qui dans l'histoire et qu'il ne faut pas les retrouver. Ouais. Sur vos sites de fécondation dirigée, vous utilisez combien de ruches pour mâle? Alors, combien de ruches à mâle par nucléi, tu veux dire? Alors, nous, on met une ruche à mâle pour 10 nucléi. Pour une session. Voilà. Alors, une ruche à mâle, on met un cadre de hausse à bâtir, et ça veut dire 3000 mâles. Enfin, si tout est bien rempli, ça fait 3000 mâles. Donc, 3000 mâles, voilà, ça fait tout ça pour une reine. 300 mâles pour une reine. Donc, normalement, elle a de quoi se faire féconder. Même s'ils ne sont pas très bons. Tous. Il y en a quand même des bons sur le lot. Oui, une question organisationnelle. On est conseillé autour de nous, dans les groupes de sélection, par des techniciens, des scientifiques, qui ont une image idéale de ce qu'il faudrait faire. Tu l'as dit, c'est des quantités astronomiques. Comment calibrer le travail du groupe de sélection en fonction du nombre qu'on est et de l'énergie, enfin du temps qu'on peut... Et ça, c'est aujourd'hui concrètement notre problème, quoi. C'est un vrai problème. Et nous, au final, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et clairement, je veux dire ça. L'idéal, ce serait de faire tant de reines, tant de sœurs, mais entre ce que tu te dis, toi, qu'a marché déjà en termes de fécondation. Alors, une lignée, tu l'as fait croiser, et tu t'en prévois 20, t'en as 15. Tu l'as réparti à qui, à quel niveau? Enfin, tu vois, c'est tout ça. On est du vivant, on fait comme on peut. Ça va s'améliorer, mais pour le moment, on fait ce qu'on peut. Et aujourd'hui, vous avez trouvé cet équilibre? Enfin, vous avez... On essaie, mais on est toujours en train on va faire les plans pour l'année prochaine, dans le 4 décembre. Oui, on a combien de lignées qui sortent intéressantes, des calculs qui ont un très bon EBV. Derrière, est-ce qu'elle existe encore, cette souche, si on doit greffer dessus, par exemple? C'est une question toute conne, mais elle est peut-être morte ou elle sera peut-être morte l'année d'après pour greffer dessus. Donc, si c'est pas elle, laquelle vient en deuxième position, ainsi de suite. Et derrière, on essaie de greffer dessus, enfin, on greffe dessus. On fait ce qu'on peut, en fait. Il n'y a pas, j'aimerais te dire, on a réussi à faire exactement. Non, c'est pas le cas. On fait ce qu'on peut. Et malgré tout, ça permet d'avoir un peu de données et qui nous font avancer quand même. Mais on fait ce qu'on peut. On n'est pas dans l'idéal. On est dans le réel. Ça, c'est plus un commentaire en ajout de ta présentation sur les groupes de sélection et la valeur ajoutée des groupes de sélection. On parle un peu de l'organisation à l'intérieur et que l'idéal est bien loin du réel, parce que voilà, on est apiculteur avant tout. Et c'est la plus-value de ces groupes de sélection au niveau humain. Ça va aussi apporter autre chose qu'une cible là, l'index génétique ou l'amélioration génétique.
on va s'enrichir mutuellement, et c'est par ce biais-là qu'on va progresser. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ces groupes de sélection. On se donne un objectif ensemble, et après on agrège plein de choses, on progresse ensemble chaque année, on se donne différents objectifs, et ça, je trouve ça très très riche pour appartenir à un groupe de sélection, évidemment. Et ça doit être aussi quelque chose de souligné pour motiver les gens à se constituer en groupes locaux sur le territoire, à se mailler, et puis à trouver ensuite des points de contact, chaque groupe. Voilà, que ce soit vraiment pas identifié que sur un truc scientifique. Il y a aussi beaucoup de sciences humaines et sociales autour de ces groupes. Juste un truc que tu n'as pas évoqué, c'est est-ce que tu as un appui de, je sais pas, d'un technicien, de quelqu'un qui vient travailler avec vous au quotidien et qui passe des heures, quoi, enfin. Non, pour les INSEM seulement, mais pour le reste, non. On avait envie de ça à un moment, mais au final, c'est compliqué parce qu'un technicien, il doit venir chez tout le monde le même jour. Pour faire, parce que quand, par exemple, les spin tests, c'est le même moment, à peu près, on se donne des dates pour pouvoir avoir des repères derrière. Parce que si on doit comparer des choses, il faut que les choses soient faites à peu près au même moment. Donc dire on va faire des pin tests ou des VP100 tel jour, on les fait tous le même jour. Et le technicien, lui, s'il doit venir chez tout le monde faire sur 20 exploitations, faire les pin tests ou les VP100, ça va décaler. Donc non, on n'a pas de technicien. On fait, nous, des... Alors, c'est un travail en interne, on fait des fiches, chacun dans ses domaines de compétences ou hobbies qu'on propose aux autres. Faire des banques à mal, faire les VP100, faire pin test, voilà, comme on fait, avec quelques photos, et on partage ça. Voilà. Ça fait partie de ça plutôt. C'est bon pour vous ?